Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petit live du coup directement sur Instagram. Je vous avais prévenu en story normalement. Peut-être que d'ailleurs vous regardez ce live en replay. Petit live tout simplement pour vous donner quelques conseils. J'ai posté une série de stories hier. Vous êtes déjà très nombreux à venir, c'est super plaisir. J'ai posté une série de stories hier pour vous proposer de faire ce petit live avec l'APEC pour vous donner un maximum de conseils sur comment trouver son premier stage, son premier emploi et plus généralement réussir tout ça, réussir un entretien, comment savoir combien on vaut en termes de salaire, toutes les questions qu'on peut se poser. Et je trouve ça super intéressant de pouvoir faire ça avec l'APEC qui est du coup partenaire de ce live avec qui on travaille pour vous offrir des solutions de ce point de vue-là, tout simplement. Donc salut à tous. Je vais ajouter du coup une consultante de l'APEC dans quelques minutes avec qui on va parler. Les cheveux ont un petit problème, mais tout va bien. Et donc on va pouvoir discuter de tout ça. Voilà, on a une petite heure de live avec vous. Déjà fini mon stage. Bah écoute, et je te souhaite maintenant de pouvoir continuer. L'objectif c'est quoi du coup vous allez pouvoir poser des questions dans le chat. Il y a aussi des questions. Je suis de retour. Je disais qu'il y a aussi des questions qui ont été posées hier en story, donc on va pouvoir y répondre. Et puis voilà, je vais essayer d'ajouter la consultante de l'APEC et on va du coup répondre à toutes vos questions. Comment savoir combien est-ce qu'on vaut en termes de salaire, comment bien réussir son entretien, les questions pièges, etc. Comment bien trouver aussi un stage ou un emploi en ce moment, c'est pas évident. Et donc voilà. Alors, je vais ajouter normalement. Je vois qu'il y a plein de... Oh, mais il y a déjà énormément de questions, c'est incroyable. Il y a déjà plein de questions. Ah non, c'est des trucs qui viennent de la story. Très bien, il y a aussi déjà des questions qui viennent de story. Vous pouvez aussi poser des questions directement en dessous. Et je crois que je peux ajouter quelqu'un. Je vais ajouter tout simplement l'APEC officielle et qui m'a l'air en ligne et ça fait plaisir. Parler du coup avec une consultante qui va être avec nous. J'ai déjà noté certaines de vos questions et donc voilà, sachant que le live sera aussi en rediffusion directement sur IGTV sur ce compte-là. Donc voilà, il fait jour chez toi. Non, mais c'est des lumières de tournage. C'est là que je tourne. Donc voilà. Et donc là, on va avoir dans quelques instants Céline Bauduin, qui est consultante développement professionnel au centre de Gare de Lyon. Et c'est elle qui va répondre à toutes vos questions. Et donc elle est là justement pour vous aider dans ce genre de situation. Et c'est son travail, quoi. Est-ce que c'est possible de parler de l'OPCO pour les apprentis? On pourra peut-être en parler tout à l'heure, pourquoi pas. Il se passe quoi? Il se passe que je vais vous donner des petits conseils sur comment trouver son premier emploi ou alors son premier stage. Et donc voilà, n'hésitez pas évidemment à inviter des amis. Si vous avez des amis qui sont un peu en recherche de stage ou autres, ou peut-être bientôt en entretien, n'hésitez pas. On va jouer à Apex. Non, on va être conseillé par l'APEC. C'est beaucoup mieux. Crois-moi. Crois-moi, c'est mieux. Petit, s'il te plaît, enregistrer le live pour les personnes qui ne sont pas dispo maintenant. Oui, le live sera enregistré, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. J'essaie juste de voir. Hop. 2 secondes. J'ai pas d'amis, je fais comment? Alors, c'est pas le sujet du jour, mais écoute, je suis sûr que tu as dans le chat des gens qui vont pouvoir te parler si tu veux. Parle du Sénégal. Non, on parle ce soir. Attendez, hop. Est-ce que vous d'ailleurs, vous êtes en ce moment en recherche de stage, en recherche de premier emploi ou autre? Est-ce que vous êtes actuellement dans cette situation-là? Quels sont les critères obligatoires? Je vous lis un peu les questions auxquelles on va répondre, qui je pense peuvent intéresser pas mal d'entre vous. On a, alors je les avais notés aussi ici. Est-ce que l'APEC et Pôle emploi, c'est la même chose? Ça, c'est plus un détail au départ pour se présenter. Peut-on trouver des stages à l'étranger? Comment est-ce qu'on peut trouver des stages saisonniers? Quelle est la meilleure façon de faire? Quelle est la période idéale pour postuler à un stage? Qu'est-ce qu'il faut mettre à tout prix dans un CV? Comment faire une lettre de motivation qui est marquante, qui fait que les gens veulent vous recruter? Et puis voilà, 2-3 autres questions comme ça qui peuvent être très intéressantes. Et puis on prendra en plus de ça des questions directement sur le chat, quoi. Je cherche un avenir. Est-ce que vous savez déjà ce que vous voulez faire plus tard? C'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde et c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir ce qu'on va faire plus tard. Donc je rappelle que le site, vous tapez Apex sur Google, vous allez pouvoir trouver, ils ont plus de 40 000 offres de stages et d'emploi qui sont disponibles. Donc il y a vraiment plein de choses de dispo et ça peut être plutôt intéressant pour vous de faire ça. Mes cheveux partent vraiment en vrille, faudra pas juger aujourd'hui. Urbanisme, stage de fin de master en négociation de projet international, stage master,
Non, perso, j'en ai aucune idée. Non, même après un BTS. J'aimerais être pompier de Paris. Oh, incroyable. T'as pris un coup de vieux. Ah bah allez, non, bah, allez-y, allez-y. Faites comme chez vous. Sciences Po, mais j'ai le concours, c'est pas gagné. Ah bah bon courage pour le concours. Bon courage. C'est pas évident. C'est pas évident comme concours. Pas envie d'étudier pendant des années. C'est quoi ce qui te frustre c'est quoi? C'est que t'as envie de direct travailler ou c'est t'aimes pas les études tout court? C'est quoi la raison? Je cherche en restauration, je pense que c'est mort en ce moment. Bah, regarde au cas où. Oui, alors restauration, oui. Si tu dis restauration pure de serveur, je suis pas sûr qu'il y aura grand chose en ce moment, mais tu peux avoir du taf dans le domaine de la restauration. Avec des, je sais pas, tu vas avoir des gens, moi j'ai un pote, il a des restos, une chaîne de restauration, et je sais pas s'il recrute en ce moment typiquement, mais il a quand même du taf, il y a quand même du travail, des choses à gérer, quoi. Et il y a quand même les livraisons. Tout ce qui est livraison, il y a les services Uber Eats, etc. C'est des choses qui existent encore, quoi, et qui se font, quoi. Injustice, backnet, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dites-moi, on pourra peut-être en parler si c'est. Et la personne, du coup, la consultante de la PEC va arriver dans quelques instants. Les amis, mais je parle avec vous avant. Quel plaisir. D'ailleurs, je vais quand même l'inviter, parce que ce serait bien que j'essaie de l'inviter. Hop là, APEC. Et elle va répondre à vos questions. Je vois qu'ils sont en ligne en plus. Ça devrait pas tarder à fonctionner. Et puis voilà, quoi. Pas de dev full stack ici. Alors, full stack, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais pas te mentir. Je cherche un stage dans le domaine bancaire. Alors, est-ce que tu allais voir sur le site de l'APEC, voir si il y a des choses. Et si jamais tu as besoin de conseils ou des questions sur comment réussir ton entretien ou autre, c'est justement l'objet de ce petit live. Et ça fait plaisir. Stage en communication hôtelière. Eh ben, écoute, ça pareil. Les hôtels, par contre, c'est ouvert. Les hôtels, c'est ouvert. Il y en a peut-être certains qui sont fermés pendant le Covid. Type, je pense qu'il y a peut-être pas mal de palaces et tout à Paris. Bon, je sais pas si c'est ce que tu veux faire, mais je sais pas s'ils sont tous ouverts vu qu'il y a peu de touristes étrangers, mais ouais. C'est quoi vos difficultés principales en ce moment pour chercher un emploi? Attendez, je peux mettre une image en. Partager une photo, une vidéo à vos spectateurs. Donc là, je peux mettre le logo de. Bon, on va éviter de faire ça, mais. Trop drôle. C'est quoi, vous, vos difficultés principales dans la période actuelle pour trouver un stage ou un premier emploi? Est-ce que c'est le simple fait de recherche, je ne trouve pas des postes qui me vont? Est-ce que c'est le côté entretien, c'est galère? Est-ce que c'est le côté je ne sais pas combien je vaux entre guillemets sur le marché du travail et donc du coup j'ai du mal à me dire? Alternance EDF ou sous-marin nucléaire? Incroyable sous-marin nucléaire. J'aimerais faire un reportage sur ce genre de choses. Apex, c'est pas pour les débutants, mais uniquement des cadres. Apex, ça peut être pour des jeunes, mais c'est des jeunes bac plus 3 minimum. Après, vous allez voir que les conseils que va nous donner la consultante, tu peux aller pour beaucoup de gens, hein. C'est pas du tout. Donc, le site de l'Apex, pour ceux qui vous tapez Apex sur Google, vous allez trouver, et pas Apex, Apex. Et sinon, vous allez en story, dans mes stories, vous allez trouver les différents liens pour participer à des ateliers, parce que je rappelle qu'il y a des ateliers qui peuvent vous aider. Il y a aussi un simulateur d'entretien d'embauche qui est vraiment très bien fait, le simulateur d'entretien de recrutement. Qui permet d'anticiper des questions, ça vous demande comment est-ce que vous répondriez, ça vous aide, etc. etc. Bref, il y a pas mal de choses qui sont dispo. Je réinvite la PEC, on va y arriver, on va finir par... Hop là, je l'invite, envoyer une demande. Hop là, oups, je reçois des notifs en même temps, mais tout va bien. Ça parle de premier emploi, d'orientation, de tout ça. Ah, bonjour, on a fini par y enchanté. arriver. Enchanté également. Alors je coupe, j'étais au téléphone avec l'équipe derrière. Pardonnez-moi, j'en ai pour 2 minutes. Je réinstalle le téléphone. Bon, ça a été un peu compliqué, mais on est là. Bonjour. Super, bonjour tout le monde. Très bien, vous êtes plus de 1000, entre 1000 et 1500 là déjà être présent. Donc merci beaucoup. Et puis merci du coup aussi à vous d'être présente pour répondre à toutes les questions qui peuvent venir. Alors, j'en ai déjà sélectionné quelques-unes, et puis l'idée va être aussi de pouvoir en apporter d'autres qui viennent en direct et qu'on va pouvoir prendre. Peut-être, si vous voulez vous présenter au départ, Céline Bauduin, qu'est-ce que vous faites à l'APEC? Peut-être qu'est-ce que c'est l'APEC en 2 mots, même si j'ai déjà beaucoup répété. Mais au-delà de ça, dit... Alors, vous avez dit, on est là en tout cas pour accompagner les jeunes diplômés issus de l'enseignement supérieur à partir de Bac plus 3 et les cadres tout au long de leur parcours professionnel. Pour les jeunes, en l'occurrence ici, leur démarche d'insertion sur le marché de l'emploi quand ils sortent de leurs études. Voilà. Et puis après, on est connu sur 3 autres choses. Enfin,
On est connu surtout pour notre site d'emploi. Et donc là, on est en train d'essayer de me rappeler. Pardon, je coupe le son. Voilà. Donc, je disais, on est un site d'emploi et souvent, on est connu pour ça. Et puis, on a un observatoire du marché de l'emploi cadre qui nous permet de comprendre, d'analyser tout ce qui se passe sur le marché de l'emploi. Et c'est une sacrée aide quand on veut vous accompagner, vous les jeunes, entre autres. Et puis, on sécurise aussi tout ce qui est autour du recrutement pour les entreprises. Voilà, dans les grandes lignes. Super. Et donc, je précise, mais j'ai déjà beaucoup dit en story hier, j'ai l'occasion de leur dire la semaine prochaine. Sur le site de l'APEC, vous avez plein d'outils qui peuvent vous aider. J'en parlais tout à l'heure. Déjà, plus de 40 000 offres de stage ou d'emploi. Donc, c'est quand même beaucoup d'offres qui sont disponibles dans plein de domaines différents. Donc, ça peut intéresser un certain nombre d'entre vous directement sur le site de l'APEC. Il y a des ateliers qui sont disponibles auxquels vous pouvez vous inscrire, soit en physique, soit en visio. Donc soit de 2 heures ou 4 heures, mais pour aller du coup être conseillé avec d'autres jeunes sur tout un tas de domaines dans cette recherche de premier emploi ou de stage ou autre. Et donc voilà, aujourd'hui l'idée de ce petit live, c'est la première fois que je fais un live avec quelqu'un d'autre, c'est de pouvoir un peu répondre à des questions qui sont présentes sur ce domaine-là. Et j'en avais sélectionné quelques-unes du coup que je vous ai envoyées ce matin pour voir un peu les questions qui revenaient beaucoup. D'abord peut-être une question, alors c'est intéressant parce que ça fait écho aussi à moi, mais dans un autre cadre, parce qu'on cherche à recruter moi au sein de l'équipe aujourd'hui. Et donc, c'est une question que se posent aussi, je pense, les gens qui cherchent un stage ou un premier emploi aujourd'hui. C'est est-ce qu'il y a une période idéale pour postuler? Est-ce qu'il y a dans l'année des moments où, en général, les entreprises ont plus tendance à recruter ou est-ce qu'il faut postuler dès qu'on cherche? Comment ça se passe? Alors, on avait tendance à penser ça avant et le conseil que nous on donne aujourd'hui, c'est de postuler tout au long de l'année. Après, il est vrai que selon les secteurs d'activité ou le type de fonction, il peut y avoir des flux saisonniers plus conséquents. Mais non, il faut postuler dès qu'on peut quand on est en recherche d'emploi et surtout pas se dire ah ben là c'est l'été, je n'y vais pas. Non, justement, si les autres se disent ça, il est intéressant vous d'être dans une autre posture et d'y aller parce qu'il y a quand même des gens qui recrutent. Donc nous, il n'y a pas vraiment de moment spécifique. Après, on a des études qui nous montrent qu'il peut y avoir des parutions plus conséquentes d'offres selon les secteurs d'activité et fonctions. On a tout ça à disposition lors vous pouvez demander au consultant quand vous êtes avec lui. Mais non, il faut postuler tout le temps. Voilà, si on peut simplifier. C'est bon à savoir. Bon à savoir. Dans les autres questions que j'ai beaucoup vues et qui étaient présentes, et après vous allez évidemment dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions aussi de votre côté. Il y avait la question des critères de ce qu'il faut mettre absolument dans un CV. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut absolument mettre et qu'il faut absolument mettre dans un CV? Alors, en dehors, bien sûr, des choses basiques au niveau de son identité, bien évidemment. Après, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'un recruteur, il a besoin de savoir ce que vous avez à lui apporter. Donc, déjà, ça, c'est vraiment la première chose. Donc, il a besoin de vous identifier, il vous connaît pas. Donc, déjà, la fonction que vous visez, c'est la première chose. Ouais. Quelques mots-clés qui vous définissent dans ce que vous apportez à l'entreprise qui répond à ses attentes. Donc, ça peut être un niveau d'études, un style d'études, ça peut être un secteur d'activité dans lequel vous avez déjà travaillé, des compétences du type une langue ou des choses qui sont en lien avec votre domaine. Je sais pas, vous êtes ingénieur qualité, des normes ISO par exemple spécifiques qui peuvent être attendues. Voilà, ça c'est déjà dans un premier temps les choses qui sont à mettre. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est dites-vous bien, le recruteur a besoin de trouver dans mon CV des informations qui répondent à ses attentes. Donc, je vais analyser les attentes du recruteur et je vais faire en sorte, si mon profil y répond, de les faire ressortir dans mon CV. C'est la première chose à comprendre quand on fait un CV. Ouais, ok, super intéressant. Et c'était moi quelque chose que je vois aussi dans les candidatures, lettres de motivation ou autres qu'on peut faire. Et moi, je vois à titre personnel plus du côté en tant qu'employeur ou avec mon équipe. C'est aussi la dimension de personnaliser personnaliser tout simplement les candidatures. C'est-à-dire que moi, en fait, quand on reçoit beaucoup de candidatures et quand une entreprise reçoit beaucoup de candidatures, je pense que logiquement, si les candidats, le message est personnalisé, que le candidat montre qu'il parle spécifiquement qu'il cherche spécifiquement à rejoindre cette entreprise pour telle ou telle raison, ça montre qu'il y a des recherches qui ont été faites sur l'entreprise. Et moi, dans mon cas, typiquement, quand on recrute un nouveau journaliste dans l'équipe, le ou la personne qui va dans son mail ou dans son CV dire que je postule pour Hugo Décrypte et pas juste votre média, mais pour Hugo Décrypte parce que telle ou telle raison, logiquement ça joue beaucoup quoi.
Je sais pas ce que vous en pensez. Alors oui, ça peut tout à fait jouer. Le recruteur a besoin de savoir pourquoi vous choisissez lui. Donc déjà, donc ça peut être dans la lettre de motivation. Dans le CV, vous pouvez mettre le CV aux couleurs, à l'ADN de l'entreprise que vous souhaitez rejoindre. Par exemple, ce sont des petites astuces que voilà. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que ça dépend par rapport à ce que vous parliez des journalistes. Ça dépend du secteur d'activité, encore une fois, et de la fonction. Où on va pas attendre forcément les mêmes choses. Donc faire un CV un peu trop on va dire rigolo ou avec une note très très particulière. Si vous êtes sur des secteurs type, je sais pas, la banque, l'assurance, etc., c'est pas forcément l'idéal. Sur un métier de journaliste, de communicant, etc., oui, où votre créativité peut être intéressante. Après, pour montrer son intérêt pour une entreprise, encore une fois, c'est l'analyse qu'on va avoir faite de son besoin. Donc, et la première chose qui est vue par un recruteur, c'est le CV. Avant la lettre de motivation. La lettre de motivation, il faut savoir que sur le site de l'APEC, 70% des entreprises qui font passer des offres ne demandent plus de lettre de motivation. Donc le sésame, c'est le CV et effectivement, vous pouvez le personnaliser. Et s'il y a lettre de motivation, à quoi elle doit ressembler? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut viser un pavé qui va montrer en 10 pages ce qu'on veut? Est-ce qu'on vise quelque chose d'efficace? À quoi ça ressemble? Alors, quelque chose d'efficace, c'est déjà quelque chose de pas trop long. Première chose. Et en général, on va dire qu'il y a 3 grandes parties. La première partie, vous vous adressez à l'entreprise et vous lui expliquez ce que vous avez compris de ses attentes pour le poste, pour votre fonction. Quelles sont les compétences qu'ils attendent et si vous pouvez le contextualiser en fonction, par exemple, de leur stratégie. Ils veulent se développer à l'international. Voilà, vous voyez, des choses comme ça. Et de faire le lien avec ce que vous avez compris de leurs attentes en termes de compétences. Et choisissez bien sûr des compétences qui correspondent à ce que vous savez faire. Deuxième paragraphe. Là, vous leur expliquez, monsieur le recruteur, voilà, moi, je sais le faire. Telle et telle compétence que j'ai mis dans mon premier paragraphe, je l'ai fait dans mon passé, je l'ai fait de telle façon, dans un projet d'études, dans telle expérience pendant mon alternance, mon stage, etc. Donc, je suis le bon candidat, en d'autres termes. Et à la fin, en 2 lignes, pour toutes ces raisons, rencontrons-nous. Et puis là, c'est là où vous pouvez glisser, si vous le souhaitez, pourquoi eux? Pourquoi vous les choisissez eux? Parce qu'ils s'inscrivent dans votre projet de carrière, parce qu'ils ont telle ou telle volonté, etc. Donc, c'est un vrai travail d'approche en amont pour définir ce qu'ils attendent et pourquoi eux. Il ne faut pas le négliger aussi. Et plein de mots-clés. On n'en a pas parlé, mais plein de mots-clés. Vous allez peut-être me poser des questions, donc on y reviendra. Mais les mots-clés, c'est important. J'en profite d'ailleurs pour redire pour ceux qui nous rejoignent, vous pouvez poser les questions directement dans les commentaires ou via l'outil questions qui est disponible aussi. Moi, il y en avait plein qui viennent de la story, donc je vais poser quand même parce que je sais que c'est des questions qui sont importantes pour les gens. Et donc on est dans un live ici pour parler tout simplement de cette recherche de premier emploi, que ce soit d'ailleurs un stage ou un emploi CDD, CDI ou autre, mais plus généralement ces démarches-là. Où trouver, comment trouver ces différentes phases de recrutement, d'entretien, combien est-ce qu'on vaut, c'est une question d'ailleurs peut-être que je vais poser maintenant, comment savoir combien est-ce qu'on vaut sur le marché du travail. Et donc c'est le moment pour vous de poser toutes vos questions directement dans le chat. Et donc voilà, on va en parler ici pendant 1 heure. Et on a la chance d'être avec une consultante de l'APEC qui du coup va nous donner des conseils là-dessus, dont c'est le travail de réfléchir à tout ça et d'aider et d'accompagner les étudiants là-dessus. Donc ça peut être important. Je vous reconnais, vous étiez ma prof à Descartes. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais c'est pas vrai. Si, j'ai été prof à Descartes. Je vous ai eu comme élève. Non, c'est pas vrai. Excellent. Non, vraiment, je suis désolée, j'ai pas fait le lien. Ah bah mince alors, ça devait être il y a 4 ans alors, quelque chose comme ça, non? C'est drôle. Non, alors non, pas moi à titre personnel. Il y a non, un élève, d'accord. Oui. Quelqu'un dans le chat a dit ça. Je me disais, d'accord. Eh ben oui, en effet, je suis prof à la fac. C'est drôle. Entre autres à Descartes. D'accord, j'ai pas été étudiant donc, à Descartes. bonjour aux élèves et anciens élèves. Non, vous n'étiez pas Descartes, c'est bon. Mais non, mais c'est drôle parce que j'ai vu ça dans le chat, donc je l'ai lu. Donc dans les questions qu'il y avait là. Logiquement une question, mais ça vaut d'ailleurs dans une certaine mesure pour un stage, mais surtout quand même pour un premier emploi, c'est la question du salaire. Un stage c'est pour une gratification, mais un salaire pour un emploi. Combien est-ce qu'on vaut? Comment savoir déjà combien on vaut? Et au-delà de ça, comment savoir jamais il faut négocier, pas négocier? Voilà, déjà peut-être savoir comment savoir combien on vaut. Alors, quelle est la meilleure façon de faire? Vous avez plusieurs moyens. Déjà, vous pouvez regarder les fiches métiers de l'APEC où les salaires en pondéré, national pondéré sont indiqués pour les jeunes diplômés.
C'est un premier indice. Nous avons un simulateur de salaire également sur notre site en accès libre où vous pouvez placer le curseur au plus près de votre profil, bassin d'emploi, secteur d'activité, etc. Donc ça, je trouve extrêmement intéressant parce que c'est plus précis que des fourchettes, des grilles qui existent. Après, il y a plein d'autres études qui existent qu'on peut vous fournir également. Après, il faut observer les offres aussi, parfois les montants sont indiqués. Vous avez des sites comme Glassdoor qui peuvent aussi vous donner des informations sur les pratiques dans les entreprises, sur le salaire. Après, je vous invite, quand vous pouvez, à faire jouer votre réseau pour obtenir des informations quand vous connaissez des gens qui travaillent dans les entreprises. Voilà, donc ça c'est déjà les premières grandes lignes. Ensuite, il faut comprendre que quand on s'adresse à une entreprise, et qui plus est quand on est un jeune diplômé, il y a souvent des grilles. Des grilles de salaire, des accords, et que on va rentrer dans ces grilles. Après, ce qui peut faire la différence, c'est votre valeur ajoutée, bien évidemment. Si vous avez des compétences très rares sur le marché et que vous le savez, là, vous pouvez plus facilement négocier. Aujourd'hui, on est quand même sur une tendance de marché très concurrentielle, où on a plus de demandeurs d'emploi que d'offres. Donc, c'est une histoire de marché, ça va être un peu plus compliqué. Donc voilà, dans les grandes lignes. Ok, super, super intéressant. Je vois qu'il y a beaucoup de questions concernant le CNED. Je pense pas forcément une question qui est liée à l'APEC, mais du coup, c'est un sujet que nous, qu'on regardera ce week-end en termes d'actu, et on en parlera s'il faut la semaine prochaine sans problème. Donc, je vois vos messages. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé, et puis on pourra en parler la semaine prochaine. Donc, il y a la question effectivement des démarches de négociation. Et est-ce que je pense qu'il y a cette crainte pour beaucoup de jeunes de se dire, mais si j'essaie de négocier mon salaire, j'ai pas envie de passer à côté de cet emploi-là. Est-ce que je ferais pas mieux de sécuriser ce job et plutôt que d'essayer de négocier de salaire? Et typiquement, si on voit, moi je me mets à la place d'un étudiant fraîchement diplômé qui maintenant a une proposition à passer un entretien ou quoi, et ça pose la question des salaires. Et ça se trouve, il est au courant de cette grille de salaire ou de combien on vaut en général quand on sort d'école et qu'on rejoint telle ou telle boîte. Mais la boîte lui propose beaucoup moins. Il va pas forcément oser négocier. C'est toujours et même comment aborder le sujet aussi. Comment dire à un potentiel employeur, même dès les entretiens, en fait, je pense valoir plus que ça, et c'est pas évident, quoi. Alors, déjà, première chose, nous vous invitons à ne pas forcément parler du salaire d'emblée. Il faut d'abord séduire le recruteur, ça c'est la première chose avant de parler argent. Et puis aussi, si vous lui parlez argent, congé payé ou ticket restaurant d'emblée, en termes d'image, c'est pas l'idéal. Donc on va attendre peut-être le deuxième entretien. Bon, après ça dépend des modalités. Souvent ils en parlent à la fin du premier entretien, ou même ils en parlent au téléphone avant. Il y a souvent des entretiens téléphoniques où ils voient les différentes modalités pour éviter des rendez-vous inutiles. Ouais. Ce qu'il faut, c'est vraiment s'être renseigné sur les grilles de salaire par rapport à sa fonction et sa durée d'expérience. Il faut vraiment aller en rendez-vous en ayant cette idée-là et donner une petite fourchette par rapport à ce que l'on souhaite avoir. Après, encore une fois, moi j'ai eu des jeunes diplômés, ils savaient très bien qu'ils étaient rares sur le marché. Donc là, la négociation, elle est beaucoup plus aisée. S'il y a une grosse concurrence et que on vous dit, je dis n'importe quoi, c'est 30K, et c'est comme ça, vu le marché, si vous n'êtes pas en position de force, je vous invite à prendre le poste. Et surtout, ce qu'il faut que vous reteniez par rapport à cette question, Hugo et tous, c'est que vous serez beaucoup plus ça sera beaucoup plus aisé pour vous de négocier quand vous aurez déjà 1 ou 2 ans d'expérience professionnelle et de faire le bon. Voilà, vous serez beaucoup plus légitime et là, vous pourrez faire le bon salarial. Voilà, beaucoup plus aisément. Là, pour un jeune diplômé, l'idée, c'est de déjà avoir un emploi. Je ne vous dis pas de tout accepter, ce n'est pas mon propos. Mais l'idée, c'est je vais acquérir de l'expérience et donc je vais décrocher l'emploi pour avoir. Il est plus intéressant de se dire j'ai des missions sympas qui s'inscrivent dans mon projet où je vais développer des compétences qui me permettront de faire le bon par la suite, que de se dire je reste bloqué sur un CDI ou un salaire X. Ah non, c'est très clair. Et donc, je rappelle pour ceux qui demandent pour ça, enfin, il y a différents outils sur le site de l'APEC qui sont tapés APEC sur Google. Normalement, je peux faire le test en direct, mais je pense que l'APEC ressort assez bien quand on tape ça sur Google. C'est bon, vous tapez apec.fr autrement, et vous trouverez tous les éléments qu'on évoque là dans la rubrique Objectif Premier Emploi. Il y a plein d'outils qui peuvent vous aider là-dessus. Et donc voilà.
Je vais reprendre une question, si ça vous va. Alors, on passe un peu du coq à l'âne parce que parfois on parle ça risque de revenir sur la question du recrutement, des salaires ou autre après, mais ça permet de prendre des questions au fur et à mesure. Alors, il y a une question, et moi je le vois aussi même quand je discute avec des abonnés ou même dans les recrutements qu'on a de notre côté, c'est la difficulté d'avoir son premier emploi. Je m'explique, en même temps c'est tout l'objet de la mission de l'APEC, mais je m'explique, il y a cette difficulté pour beaucoup de personnes, même pour le premier stage, de se dire, je suis conscient moi de pouvoir apporter beaucoup, mais en fait, je n'ai pas eu cette première expérience qui va derrière rassurer d'autres employeurs. Je m'explique, moi, quand on reçoit nous sur Godécrypt, des candidatures pour des gens qui veulent nous rejoindre en tant que journalistes, logiquement, nous, on va avoir tendance en tant qu'employeur à regarder avec plus de facilité les CV où il y a déjà 2 ou 3 expériences, dans mon cas, dans des médias ou autres, et ça rassure pas mal. Je pense qu'il y a une difficulté pour beaucoup de jeunes à trouver ce premier emploi et à convaincre l'employeur de nous faire confiance, disons, pour ce premier emploi, ce premier stage ou autre chose. Quelle est la meilleure façon j'imagine, il faut essayer de convaincre à travers la lettre de motivation ou à travers même un bon CV bien soigné, mais c'est pas évident, quoi. Alors, c'est déjà par le CV, en effet, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est le CV de Sésame. On ne regardera votre lettre de motivation que si le CV a fait le job. Donc vraiment, il faut se concentrer là-dessus. Ce qu'il va falloir faire, alors la plupart d'entre vous ont fait des stages ou de l'alternance en règle générale, ça va être de mettre les missions que vous avez réalisées pour chaque expérience, de préciser la fonction qui était la vôtre, de donner des spécificités aussi sur le service ou l'entreprise, ça c'est important. Après, donc la mission, vous allez contextualiser ce que vous avez fait. Il faut que vous, en tant que jeune et pas diplômé, mais je vais bien utiliser le mot jeune professionnel, en termes de vocabulaire, déjà la donne n'est pas la même, vous ayez conscience des compétences que vous avez développées. Nous, on peut vous aider à en prendre conscience et aidez-vous des fiches métiers de la PEC qui existent, les fiches ROM de Pôle emploi aussi, pour construire votre argumentation. Il va falloir lister dans les missions que vous avez faites les différentes compétences et actions que vous avez menées. Et une chose qui est très importante pour donner de la légitimité auprès du recruteur, c'est de mettre les résultats que vous avez obtenus. Des résultats qui peuvent être quantitatifs ou qualitatifs. Un résultat, c'est ce qui donne la légitimité. Donc ça, c'est pour les stages et l'alternance. Après, n'oubliez pas aussi que vous pouvez mettre tous vos projets d'études. Quand vous faites un projet d'études, la plupart du temps, il est au plus près de ce qu'on peut faire dans le monde de l'entreprise. Donc construisez là aussi l'argumentation, la façon que vous aurez de présenter ce projet d'études sous l'angle d'une expérience professionnelle à part entière. Et enfin, tout ce qui est bénévolat, job d'été, sont des expériences aussi du monde de l'entreprise dans lequel vous avez développé des compétences. Donc, il va falloir aller chercher par rapport à ce que vous visez comme poste, quelles sont les compétences que vous avez faites dans le bénévolat ou les jobs d'été qui pourraient montrer aux recruteurs que vous avez de la légitimité puisque vous l'avez fait. Donc, ce sont des choses comme ça à approfondir avec nous, bien sûr. Mais dans les grandes lignes, c'est pour que vous compreniez. Ouais. Et moi, je sais, alors je me permets de parler aussi d'un point de vue à modeste échelle, parce qu'on n'est pas nombreux dans l'équipe, mais sur les quelques salariés qu'on a eu l'occasion de recruter jusqu'ici, ou même des personnes en stage qu'on a accueillies, je sais que, mais typiquement, moi je pense, on a quelqu'un dans l'équipe qui s'appelle Alice, qui était en stage sur les 6 derniers mois et qui termine son stage cette semaine. Et elle n'avait jamais eu d'expérience dans le journalisme. Et en fait, elle a été tellement convaincante dans sa candidature à anticiper nos appréhensions et à dire je suis conscient parce qu'elle a fait une école de commerce, donc rien à voir avec ce domaine-là, et elle voulait se réorienter vers le journalisme. Et elle était tellement convaincante dans sa candidature, elle a pris des initiatives à travers le modèle, le format de sa lettre de motivation, de son CV, etc., pour bien l'adapter à Godécrypt, que en fait j'ai eu cette envie de me dire voyons et testons, et ça vaut le coup de voir ce qu'il en est, quoi. Donc c'est évidemment, le début, je pense, c'est le plus dur pour ce premier emploi et que ce soit un stage au premier emploi, parce qu'il faut gagner la confiance d'un premier employeur dans ce cadre-là. Mais voilà, vous avez donné là plusieurs éléments qui peuvent aider. Mais ce que vous êtes en train de pointer, c'est déjà cette jeune femme, elle était extrêmement motivée. Donc elle a super enquêté, certainement pour vous connaître et savoir quoi vous dire, et certainement extrêmement déterminée sur pourquoi ce job, pourquoi elle voulait ça. Donc elle a trouvé l'argumentation et elle a enquêté et elle a trouvé des biais. Après, ce que vous citez là varie finalement selon, là encore une fois, le secteur d'activité, la fonction et les modes de recrutement utilisés. Vous avez des entreprises, des grands groupes qui vont passer essentiellement par les sites d'emploi, etc. Et c'est là où les algorithmes arrivent, et avec des sélections très drastiques où on va vous demander un an d'expérience et des mots-clés en lien avec leurs attentes à eux.
quand on est, et ça c'est important ce que vous avez soulevé Hugo, c'est qu'il y a plein d'autres secteurs ou types de fonctions un peu parallèles comme vous, où on peut passer par des biais, en faisant ce que vous venez de citer. Autre chose aussi qui est importante, c'est la démarche réseau. Si enquêtez, faites marcher votre réseau, et le réseau, c'est pas forcément parce qu'on a un super portefeuille de gens connus ou qui. Non, le réseau, c'est la famille, ce sont les amis, ce sont des camarades de promo, le réseau alumni, etc. Sollicitez-les pour poser des questions autour de ce qui vous intéresse, une fonction, un secteur d'activité, récolter des informations pour être bon en entretien. Et quand vous allez rencontrer des gens, par la pertinence des questions que vous que vous allez leur poser ou des compléments d'informations que vous leur donnerez, eux, ils peuvent tilter et penser à vous, en effet. C'est d'autres biais, vous voyez. Et c'est, mais tu sais, nous, on cherche, je trouve que c'est pertinent. Ah, t'as pas d'expérience, mais c'est pas grave parce que tu m'as vraiment convaincu, je vois bien que tu connais super bien le sujet, etc. Il y a une multitude de champs des possibles. Après, ça dépend secteur, fonction et de votre détermination aussi. Bien sûr, bien sûr. Et alors pour ceux qui nous rejoignent, qu'est-ce qu'on fait là pour encore une petite demi-heure? On est avec du coup une consultante de l'APEC pour répondre à un maximum de vos questions sur vous donner un maximum de conseils sur comment décrocher son premier emploi, que ce soit d'ailleurs un stage ou un emploi type CDD, CDI ou autre de salarié, mais de pouvoir en fait vous aider et vous accompagner dans ces démarches-là. Je le rappelle et j'ai dit en story hier sur le site de l'APEC, vous tapez apec.fr, vous avez une rubrique objectif premier emploi qui est dédiée vraiment aux jeunes. Si vous êtes au moins Bac+3 et qui va vous aider à trouver, il y a plus de 40 000 offres d'emploi ou de stage qui sont disponibles. Il y a plein de simulateurs d'entretien, d'outils qui sont disponibles en fait pour vous aider. Donc là, on fait ce petit live en plus en complément pour vous aider à trouver votre voie et à tout simplement décrocher ce premier emploi. Donc voilà. Et le CNED, encore une fois, on en parlera la semaine prochaine. Donc il n'y a pas besoin de poser d'autres questions sur le CNED. Je vais prendre une question en plus qui peut être pertinente. J'en ai quelques-unes sous les yeux que j'ai notées de la story d'hier. Alors, c'est la question là aussi, mais ça rejoint ce qu'on vient de dire parce que je vois qu'il y avait une question. Comment se vendre? Je ne sais pas si le terme est le meilleur, mais comment se vendre quand les entreprises recherchent des gens avec de l'expérience? La plupart des jeunes ont logiquement moins d'expérience que les personnes qui sont là depuis des dizaines d'années. Voilà, faut arriver à faire ressortir des éléments qui dans notre expérience, même dans le cadre de nos cours, qui peuvent être pertinents. Absolument. Et puis là aussi, on peut vous conseiller pour prendre conscience justement des compétences. La plupart d'entre vous, vous avez des compétences, vous n'en avez pas conscience. Donc déjà, lisez les fiches métiers pour voir comment vient un vocabulaire de recruteur. Tout ce que vous faisiez en pensant que c'était tout à fait normal, et bien là, vous allez vous apercevoir que c'est décrypté avec un vocabulaire et décomposer vos tâches. Voilà. Et ça va vous faire du bien déjà au niveau de l'ego, de prendre conscience de tout ce que vous savez faire. Et ça, c'est déjà la première étape. Et après, avec ce vocabulaire-là, en étant conseillé, vous allez pouvoir vous emparer de ce que vous savez faire et mieux en parler forcément au travers de votre CV et en entretien. Il y a une question super intéressante avec d'Ophélie actuellement dans le chat qui dit, Ophélie CVLD, pardon, qui dit comment jauger entre originalité et format officiel. Je pense que c'est notamment une question que peut se poser un certain nombre de candidats dans des métiers pas forcément artistiques, mais même moi, dans le domaine du journalisme, je le vois. Parfois, il y a des gens qui tentent des candidatures. Ils vont reprendre le modèle de nos formats sur Instagram et en faire un CV, ou alors ils vont faire une lettre de motivation avec un ton un peu humoristique pour essayer d'accrocher, de se différencier. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est approprié, pas approprié, s'il faut se permettre ce genre de choses, ou si on ne prend pas le risque, on se dit là, c'est mieux de la jouer plus classique, quitte à être un peu dans le même moule que tout le monde. Comment on juge de ça? Alors, encore une fois, c'est une histoire de secteur et de fonction. Vous êtes dans la com, vous pouvez plus vous amuser. Vous êtes sur des secteurs, je sais pas, l'industrie ou des choses comme ça, c'est moins, tout simplement, c'est moins, il y a un côté moins fun. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que au-delà de la forme, c'est le contenu qui va être important. Après, pensez une chose aussi par rapport à la question de où est la limite. Pensez que le recruteur, la plupart du temps, a à peu près même pas 30 secondes pour lire votre CV en diagonale. Donc, il faut que les informations, il les capte vite. Voilà. Et ils ont cette lecture, ils ont des habitudes de lecture. Donc, si vous faites quelque chose qui est trop aux antipodes, ça va être compliqué pour lui de rentrer dedans. Mais encore une fois, vous êtes un créatif, vous êtes un directeur artistique, encore un directeur artistique, il aura un book, mais vous êtes dans la pub, le journalisme, la mode ou des choses comme ça. Peut-être que plus facilement, vous pourrez le faire.
ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est est-ce que, quelle que soit la forme que je donne, est-ce que les informations clés, il arrive à les capter vite? Voilà. Ah, chose importante aussi, quand vous répondez via un site d'emploi, ce qui est majoritairement le cas, évitez les pictos, les images pour faire passer des messages, parce que les pictos ne sont pas lus par les algorithmes. Ah, donc si vous voulez faire, voilà, si vous voulez faire passer une information clé sur un logiciel que vous maîtrisez, je sais pas, vous maîtrisez InDesign, Photoshop, etc., et vous mettez juste des images, ça ne sera pas lu. Alors qu'il faut écrire Photoshop InDesign, et là l'algorithme le lit. Donc vous voyez, par rapport à votre question, où est la limite? Ben déjà, comprendre ce que je viens de vous dire, c'est important. Il y a une limite technique dans certains cas, et ça, on le dit, au juste, on se risque pas à faire ça marchera pas, des trucs et c'est ballot dans ces cas-là, ouais. Donc c'est bête. Très, très, très intéressant à savoir. Une question, alors, peut-être que ça sort de votre champ de... Allons-y. Mais on teste. Il y a des questions sur des stages ou des emplois d'ailleurs à l'étranger. Et en fait, une question qu'on peut se poser potentiellement, c'est... Alors déjà, question très simple. J'imagine que la quasi-totalité, si ce n'est la totalité des offres sont en France dans le cadre de l'APEC. Mais une question quand même qui peut être intéressante, c'est est-ce que si je postule à une offre à l'étranger de stage ou d'emploi, je dois partir du principe que le fonctionnement est le même et qu'en général, ça fonctionne avec CV, lettre de motivation? Ou est-ce que typiquement, alors, je sais pas, au Royaume-Uni ou dans certains grands pays où vont un certain nombre de Français, est-ce qu'il y a des règles qui sont un peu différentes qu'il faudrait connaître? Alors, première chose, déjà, il y a énormément d'offres à l'international sur le site de l'APEC, beaucoup de VIA et VIE. Nous avons un lien direct avec Business France qui donc rassemble tout ça. Donc, allez-y, allez voir sur notre site, il y a plein de choses. D'autre part, nous avons des consultants qui sont spécialisés à l'international. Donc, qui vont pouvoir vous conseiller sur les spécificités. Il y a quelques différences en effet sur la mise en forme du CV. La photo, il faut pas mettre de photo, par exemple. Il y a des choses comme ça. Alors moi, je suis pas une spécialiste de l'international, mais j'ai des collègues qui le sont. Et on peut vous conseiller sur le CV, bien sûr. On peut vous aider aussi sur toute la dimension quand vous êtes dans une démarche d'expatriation, toute la dimension visa, tout ce qui est administratif. Nous avons un web atelier sur cette thématique également. Et on peut aller jusqu'à vous aider à mener un entretien en anglais. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors, pas pour vous apprendre l'anglais, on est bien d'accord là-dessus, il faut que vous ayez un bon niveau d'anglais, mais pour mener cet entretien. Et on va aussi vous accompagner à comprendre, par exemple, les us et coutumes selon les pays, etc., et de sensibiliser à ça. Donc, il y a toute une démarche autour de vous. Si vous êtes dans une volonté d'expatriation, via un VIE ou VIA, n'hésitez pas à venir nous voir. On a des spécialistes pour ça. Super, super, super. Toujours du coup sur le site de l'APEC, apec.fr. Autre question de art contemporain culture. Alors, elle est posée de façon directe, mais je pense qu'elle est intéressante. Par contre, moi, je ne trouve pas ça normal d'envoyer énormément de candidatures et d'avoir que 10 réponses sur 150 par exemple. Est-ce normal que les entreprises se foutent royalement des stagiaires? Donc, le ton est donné, mais vraie question, est-ce que c'est normal, ou commun plutôt, pour vraiment comprendre à ce qu'on n'ait pas de réponse? Est-ce qu'on doit demander, si notre candidature est refusée ou qu'on n'a pas de réponse, demander à comprendre pourquoi? Qu'est-ce qui se fait pas, est normal, anormal là-dessus? Alors, il y a ce qui se fait et puis il y a ce qui est normal ou pas normal. Donc, de mon point de vue, non, ce n'est pas normal de ne pas avoir de réponse. Bien évidemment, c'est une histoire de courtoisie. Maintenant, il y a la réalité des faits. Ils sont souvent sous l'eau et ils répondent pas tout bonnement. Après, si vous ciblez extrêmement bien vos candidatures et que vous adaptez, alors chose très importante, il faut adapter son CV à chaque offre. C'est très, très important, c'est la base. Si vous adaptez bien, en général, vous aurez même une réponse négative, mais vous aurez des réponses. Après, non, oui, on peut dire que c'est, je vais pas reprendre votre vocabulaire, mais oui, c'est du, voilà. Mais c'est comme ça. Alors nous, on travaille avec les recruteurs pour essayer de changer les mentalités, mais il faut pas vous décourager. C'est travailler plutôt à la construction de votre projet pro, analyser le marché, proposer votre offre en adaptant votre CV au plus près. Il faut mieux répondre à un peu moins d'offres, mais très bien ciblé avec un CV bien adapté, avec les bons mots-clés encore, j'y reviens, pensez algorithme, c'est eux qui vont faire la barrière. Vous pouvez avoir un magnifique profil. Si vous n'avez pas mis les bons mots-clés et que vous mettez votre CV sur une CV Tech ou en réponse à offre, votre CV ne sera pas vu. Donc, répondez peut-être à un peu moins d'offres, mais ciblez bien et construisez votre CV avec les bons mots-clés et vous aurez plus de chances d'aboutir à des entretiens.
les jeunes que nous avons dans nos ateliers Objectif Premier Emploi, ils voient la lumière quand on leur explique ça, parce qu'on leur explique plein de choses, bien évidemment. Et combien d'entre eux m'ont dit à l'issue de ces ateliers, qu'ils soient en distanciel ou en présentiel, mais ça y est, j'ai mes premiers rendez-vous. Depuis que j'ai compris ça et que je le fais, j'ai mes premiers rendez-vous. Et puis il y a ceux qui vous disent aussi, bah, ça y est, j'ai un emploi. Donc voilà. Donc je comprends la frustration. Sachez que c'est pas que les jeunes diplômés, hein, c'est valable pour les cadres confirmés, etc. Ils vivent la même chose. Mais à nous de renverser la vapeur en comprenant comment ça fonctionne pour essayer d'obtenir de meilleurs résultats. Après. Quand vous avez eu des entretiens, et si on laisse, on vous donne une réponse négative ou que ça traîne, faut pas hésiter à poser des questions pour savoir ce qu'il en est, bien évidemment. Aussi. Super. Ouais. Et donc là-dessus, je redis pour ceux qui nous rejoignent, les ateliers de l'APEC ils durent soit 2 heures, ils sont en visio, soit ils durent 4 heures dans un des centres. Il y en a partout en France, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce point de vue-là. J'ai mis le lien directement. Vous allez sur ma story, et j'ai mis le lien à un moment. Il suffit de swipe up, vous pouvez vous inscrire. Il y a vraiment plein de créneaux en ce moment, donc c'est le moment. Et enfin là, typiquement, ce qu'on fait en ce moment-là, il y a moyen d'avoir de façon plus personnalisée et avec plus de temps. Avec vous et quelques autres jeunes via ces ateliers-là. Donc, vous pouvez vous inscrire et ça vaut le coup, peut vraiment vous aider parce que là, les conseils qu'on a là, il y a moyen d'en avoir encore plus dans le cadre d'un atelier. Je rebondis juste d'ailleurs sur ce que vous disiez et j'ai dit aussi tout à l'heure, mais le côté personnaliser la candidature, moi, je le vois encore une fois, c'est tellement important. Quand on reçoit, enfin, c'est surtout quand il y a beaucoup d'entreprises qui reçoivent des centaines de candidatures pour un stage et on parle d'un stage et juste c'est un travail monstrueux de passer en revue toutes les candidatures quand on les reçoit par mail comme ça ou même il y a d'autres systèmes. Et parfois, il y a une part, alors soit ça fonctionne avec des algorithmes, soit ça fonctionne humainement. En fait, moi, je le sais, hein, je vois parfois, il y a eu une phase où l'été dernier, on a mis une offre de stage, on a reçu tellement de candidatures qu'il a fallu quand même faire un choix assez un minimum rapidement, sinon je passais le mois entier à le faire. Et ceux qui ne parlaient pas spécifiquement de Hugo Décrypte, qui avait un mail qui faisait un peu générique, malheureusement, en fait, ils avaient très, très, très peu de chances d'être contactés, à moins que leur CV soit vraiment béton, parce que ça montrait qu'il y avait un manque de personnalisation sur l'offre ou autre, et ça joue beaucoup, quoi. Et vaut mieux prendre le temps en fait, prendre le temps d'envoyer une candidature ou 10 candidatures très soignées que 100 candidatures, toutes les mêmes et sans vraiment être soignées. Et ça vous prendra le même temps. Par contre, il y a beaucoup plus de chances d'avoir un retour pour un entretien ou autre dans le cas où vous envoyez 10 offres, 10 candidatures bien personnalisées et bien soignées, quoi. Donc c'est très important. Moi, je le vois parce que au final, je ne saurais pas dire le pourcentage de gens qui personnalisent ou pas, mais je vois qu'il y a quand même une part importante de gens qui ne le font pas. Et je pense qu'il faut bien se rendre compte à quel point c'est important, je pense, pour les recruteurs. Donc voilà. Et si ça peut aider certains d'entre vous, je vois dans les commentaires, c'est le cas. Voilà, ça fait plaisir. Le CNED, encore une fois, je le redis, parce que certains débarquent peut-être, on en parlera la semaine prochaine. Je sais qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Pas d'inquiétude, on en parlera la semaine prochaine. Donc voilà. Je reprends une autre question. À moins que vous aviez identifié une question, même dans ce que je vous avais envoyé tout à l'heure, et vous dites. Dans les questions, je crois qu'on a vu déjà pas mal de choses. Ouais. Moi, ce que j'aime, par rapport à ce que vous disiez sur le fait de personnaliser, justement, la personnalisation, on en a beaucoup parlé au niveau de la customisation, que ça soit joli avec ceci ou cela. Mais la personnalisation, ça vient de ce que vous venez plus de dire là. C'est vraiment la compréhension de pourquoi cette entreprise-là et qu'est-ce qu'ils attendent et pourquoi moi je peux y aller, pourquoi je peux y prétendre. Qu'est-ce qui fait que dans ce que je sais faire, je peux dire au recruteur oui, faites-moi confiance. Et ça, c'est vraiment la base. Et quand vous venez dans nos ateliers, on vous fait prendre conscience de ça. Qui plus est aujourd'hui sur un marché de l'emploi qui est difficile, soyons clairs, il va vraiment falloir construire votre recherche d'emploi par rapport à ces réalités de marché, par rapport à ce que vous savez faire, par rapport à vos envies, bien sûr, hein, on va pas les oublier non plus, mais vraiment par rapport aux réalités de marché, il va falloir faire preuve d'agilité et d'être en capacité peut-être de se remettre en question, de faire des pas de côté, des chemins de traverse, etc. Et quand on travaille là-dessus, en fin de compte, dans les ateliers, pour que les jeunes professionnels que vous êtes comprennent les enjeux. Ça sert à rien de se précipiter sur un CV, qui est ce que nous on appelle dans notre jargon des techniques de recherche d'emploi, si on n'a pas bien construit ce qui se passe, son projet. Ça ne sert à rien. C'est une bouteille que vous lancez à la mer et elle a peu de chances d'aboutir. Alors que si vous construisez votre projet en comprenant quel est le marché, vous serez en capacité de mettre les bonnes informations, comme vous le disiez, pour personnaliser. Et ça, c'est capital de comprendre ça. Donc venez nous voir, on vous expliquera.
Et donc les ateliers, pour ceux qui demandent d'ailleurs, sont gratuits. Totalement gratuit. Parce Plutôt qu'il y a bénéf. quelqu'un qui demandait dans le chat, c'est gratuit. Vous allez sur le site de l'APEC, apec.fr, apec.fr. Vous allez sur Objectif Premier Emploi. Il y a une rubrique pour les jeunes. Vous vous inscrivez à un atelier en visio ou en présentiel. Ça dure 2 heures ou 4 heures. Et vous avez tous ces conseils-là gratuitement, évidemment. Enfin, c'est pas forcément évident, mais là, en l'occurrence, c'est gratuit. Et donc, c'est bien bien de le dire. Ouais, c'est totalement gratuit. Vous avez plein d'outils, comme vous l'avez dit, Hugo, en toute autonomie aussi sur le site. Mais c'est vrai que quand vous venez nous voir, nous, on vous explique comment les utiliser et à quel moment. Voilà, puisqu'il y a un cheminement. On vous donne une carte, en fin de compte, du terrain pour vous expliquer ce qu'est la recherche d'emploi et ce qu'on doit faire en amont et quels sont tous les différents outils qui vous permettent d'agir en toute autonomie ou avec notre aide. Et d'ailleurs, à l'issue de chaque atelier, on a un rendez-vous pour faire un point de votre compréhension et vous partez avec un plan d'action. Vous allez avec ça savoir comment agir, parce que chaque cas est différent aussi. Il n'y a pas tous les jeunes professionnels que vous êtes ne sont pas identiques à l'identique. Donc vous n'avancez pas tous, vous n'en êtes pas tous au même endroit, etc. Et donc c'est ça qu'on vous donne, c'est la possibilité de comprendre ce qui se joue et d'utiliser les bons outils pour agir et avancer après en étant autonome. Et on est sympa en plus, vous verrez. Super, super, super. Je pense que là, on le voit très bien et je pense que ça aide beaucoup. On voit en bas à droite qu'il y a des cœurs qui défilent tout le temps pour de likes de personnes qui apprécient le live et toutes les questions, donc ça fait super plaisir. Génial. Donc c'est super de ce point de vue-là. Et une autre question que j'ai vue qui est assez importante, c'est concernant, là j'ai vu quelqu'un dire, mais comment ça veut dire quoi personnaliser un CV? Et en fait, alors moi après vous allez me dire vous ce que vous en pensez, mais moi concrètement ce que j'ai pu voir dans mes candidatures, parfois c'est simplement, ne serait-ce que sur le CV, il y a une sorte de titre parfois dans une case dans certains qui disent recherche, stage, nanana, et le fait de décrire le nom c'est tout bête, mais le fait d'écrire le nom de Hugo Décrypte, bon bah même si ça paraît insignifiant, ça montre qu'il y a eu un petit effort, une réflexion là-dessus. Parfois s'il y a une lettre de motivation, bon bah là c'est évident, il y a des lettres de motivation qui a écrit j'aimerais rejoindre votre média parce que je trouve que le journalisme c'est important, etc., etc. Bon, là, il n'y a pas écrit une fois Hugo Décrypte, c'est quand même assez général pour que ça concerne autant TF1 que ma chaîne, c'est pas forcément très évident. Si à l'inverse, bah, dans mon cas, encore une fois, je reçois un mail et qu'il y a une candidature qui dit Hugo Décrypte, j'aime bien notamment ce format ou telle chose, bon, bah là, sur une lettre de motivation, c'est évident, quoi. Et donc, je pense que c'est ça. Je sais pas si vous voyez d'autres éléments de personnalisation, ça peut être aussi dans le mail en tant que tel. Oui, alors là, vous êtes toujours sur l'idée de la personnalisation par rapport à séduire l'entreprise sur elle, son identité finalement. Mais après, la personnalisation, elle passe par, c'est des trucs tout bêtes, des tips tout bêtes, mais parce que moi, je pense toujours algorithme, efficacité par rapport à ça. Quand vous enregistrez votre document en PDF, pensez à mettre l'intitulé de la fonction à laquelle vous répondez et les quelques mots-clés qui vous définissent dans votre identité pro, valeur ajoutée qui répondent à leurs attentes. Admettons, ils veulent que vous ayez un bac+5 d'une école de commerce, admettons, que vous parliez anglais couramment et que vous sachiez utiliser un logiciel spécifique. Et c'est le cas. Eh bien, vous mettez quelques mots-clés dans le nom du PDF. Et ça, c'est double effet qui se coule. C'est-à-dire d'une part, l'algorithme, il est content parce que ça lui fait des mots-clés supplémentaires. Et plus vous avez de mots-clés, l'algorithme les additionne et vous sortez vite dans le vivier de candidats que le recruteur va voir. Et lui, le recruteur, quand il voit apparaître le listing de tous les CV mis à disposition, bah, il aura plus facilement envie de cliquer sur quelqu'un qui finalement met en lumière ce que lui attend que sur CV Céline Baudouin dont il se fiche royalement. Vous voyez? Donc, c'est des choses, ça personnalise. C'est pas du même acabit que ce que vous étiez en train de décrire, mais c'est dans les us et coutumes tradis, c'est les plus répandus, on va dire. Ça, ce sont des choses qui sont importantes. Et en haut de votre CV, vous mettez bien, dans le document en soi, vous mettez bien l'intitulé de la fonction. Ne pensez pas que le recruteur sait que vous visez ce poste-là. C'est une évidence pour vous. Lui, il ne le connaît pas. Et encore une fois, toujours ces fameux mots-clés qui permettent de, comme un tampon, vous voyez, un label rouge, un truc comme ça, qui dit tout de suite au recruteur, voilà qui je suis. Voilà. Et quelqu'un là-dessus, Tessia FRR, demande, et les mots-clés, c'est quoi concrètement? On les trouve où? Est-ce que vous avez peut-être un exemple de quel serait un mot-clé sur, je sais pas... Alors, les mots-clés, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un recruteur, quand il arrive sur un site, il rentre ses petits trucs, il va déjà mettre la fonction. Donc, il faut l'intitulé de la fonction qui figure dans l'offre.
Première chose, à chaque fois que vous adaptez un CV, vous mettez ça. Vous ne mettez pas ça, vous perdez déjà beaucoup de points pour accéder à. Ensuite, il y a le niveau d'études. Ça, c'est important. Est-ce qu'il veut un bac plus 5? Donc ça, ce sont des mots-clés. Lui, il va rentrer aussi le bassin d'emploi, ce genre de choses. Il peut rentrer un secteur d'activité. Je sais pas, admettons, il vient des systèmes d'information. Il veut que vous ayez déjà eu une expérience dans une SS2I, une ESN. Vous voyez, bon, ce genre de choses. Il va, c'est ça les mots-clés. Donc c'est la fonction, ça peut être la maîtrise d'une langue. Il veut que vous parliez anglais, mettez-le. Ça, c'est un mot-clé. Durée d'expérience, ça peut être aussi en effet un mot-clé. Il veut 2 ans d'expérience, vous avez 2 ans d'expérience, mettez-lui en gros, en haut, j'ai 2 ans d'expérience. Voilà, c'est ça les mots-clés. Après, c'est des choses techniques. Ingénieur qualité, vous êtes un ingénieur qualité dans l'agro, ils veulent une norme ISO bidule, vous l'avez, hop, norme ISO bidule, je l'ai, je suis un expert. Et ça, on le... donc, c'est pas forcément dans le titre, c'est sûr, ça va pas rentrer. J'ai vu quelqu'un dans le chat qui disait on va faire une double page spéciale dans notre candidature avec un doc et tous les mots-clés alignés, comme ça passe dans l'algorithme. Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée non plus, mais c'est plus en fait, soit dans le titre, je mets c'est pertinent, soit dans le corps du mail, soit si c'est une candidature qui se fait via une plateforme de candidature. Bon, bah, dans ce cas, pensez à mettre potentiellement ces mots-là qui peuvent être importants, c'est ça? Il faut absolument, et il faut pour ça vous appuyez sur l'offre, vous décryptez l'offre, vous allez lire le profil du candidat, qu'est-ce qu'il attend? Il attend que vous ayez un bac plus 5, 2 ans d'expérience, que vous soyez tel secteur, que vous parliez l'anglais. Bing, voilà. Déjà vous savez, si vous avez, quand vous lisez une offre, si vous avez au moins 70% de votre profil qui répond aux attentes sur ce type de choses déjà dont je viens de vous parler, c'est important et vous allez le mettre. Puis après on est sur, ils veulent que vous fassiez de la gestion de projet, par exemple, c'est important pour eux, vous le voyez dit plusieurs fois dans l'offre. Bon, bah ça, voilà, ça c'est une compétence qu'il va peut-être falloir faire ressortir. Donc, il va falloir apprendre à surligner les offres d'emploi avec votre stabilo pour voir ce qui est important. Et c'est sur les thématiques que je viens de vous citer en règle générale. D'accord? Okay. Très bien, très bien, très bien. Je vais voir, je mets une ou deux questions en plus. Après, ça fait quasiment 1 heure déjà qu'on est présent. Ça passe vite. Ça passe vite. Et je le rappelle une énième fois pour ceux qui nous rejoignent, parce que Instagram, il y a des gens qui viennent, qui repartent, que sur le site de l'APEC, vous tapez apec.fr, rubrique Objectif Premier Emploi. Vous pouvez vous inscrire pour avoir un atelier gratuit, soit de 2 heures, soit de 4 heures, avec, et du coup, et soit en visio, donc chez vous, soit dans un lieu physique partout en France. Il y a vraiment des centres partout pour être conseillé, encore mieux que ce qu'on fait là, parce que là, on le fait sur Instagram, le temps d'une heure avec plein de questions dans tous les sens, mais avoir davantage de conseils un peu plus personnalisés, le temps d'une session comme ça qui peut vraiment vous aider et faire la différence. Et encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, ces éléments-là de petits conseils peuvent vraiment vous débloquer sur une embauche d'emploi et donc changer beaucoup, quoi. Donc c'est énorme. Hein. Moi, ce métier que je fais, c'est mon plaisir. C'est quand j'ai des jeunes après qui viennent me voir et qui m'envoient un mail et qui me disent ça y est, bingo, j'ai compris, j'ai fait, ça a marché. Quand je reçois un message après pour me dire ça y est, j'ai mes premiers entretiens ou ça y est, Céline, ça y est, j'ai eu mon job. C'est génial. Et il y a quand même 96% des jeunes qui, à l'issue des ateliers, sont satisfaits et le recommandent. Donc, il y a un vrai truc quand même. Ouais, donc, voilà. Il y a eu une question là posée par 2 personnes, par Lancelot et par Hugo Stewart. La question de LinkedIn. Renseignement sur LinkedIn, Prune qui pose la même question à l'instant. Si on veut utiliser LinkedIn, parce que LinkedIn on connaît tous maintenant, c'est que c'est une plateforme, un réseau social de l'emploi, disons, enfin, de travail / networking, je sais pas comment le présenter. Comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on utilise LinkedIn si je suis là étudiant en stage, enfin je cherche un stage, je suis étudiant en communication, je cherche un stage en communication. Ok, je vais sur LinkedIn et après je fais quoi? Je poste que je cherche un stage. Ouais. Je vous avais perdu là. Désolé, c'est sûrement la connexion, soit la mienne, soit la vôtre, je sais pas. Mais... Alors allez-y, vous disiez, qu'est-ce que je fais sur LinkedIn? Je cherche un stage. Exactement. Et ça a coupé. Sachant que je précise juste, c'est possible que le live coupe. Je pense que ce sera la dernière question parce que le live coupe, je crois, au bout d'1 heure sur Instagram. Donc on va faire attention à pas être coupé à la fin. Mais peut-être cette dernière question du coup, sur LinkedIn. Si vous êtes sur LinkedIn c'est un outil pour plein de choses. Hein. Donc il y a des offres, bien sûr. C'est la façon que vous allez avoir de vous présenter sur LinkedIn.
Et ça dépend de la stratégie, ce que vous voulez en faire de LinkedIn. Est-ce que vous êtes là pour récolter des informations parce que vous savez pas très bien encore où vous allez? Est-ce que vous voulez être repéré? Donc, vous n'allez pas communiquer de la même façon sur LinkedIn. Sachez qu'on a un web atelier pour ça aussi. Vous pouvez vous inscrire. C'est pour faire son profil réseaux sociaux. Donc, là, j'ai plus beaucoup de temps, donc j'ai pas trop le temps de développer. Ouais, y a pas de souci. Et ça, c'est un formidable outil aussi pour faire, moi, ce que j'appelle une enquête métier. Quand vous vous questionnez sur quelle est ma concurrence, ou j'aimerais bien avoir des infos, savoir mieux parler de ce que je vais faire, etc. Rentrez dans LinkedIn l'intitulé des fonctions qui vous intéressent ou un type d'entreprise, etc. Allez voir les profils, c'est une bonne source d'information quand on construit son projet. Et puis allez leur shipper quelques bonnes idées pour vous présenter vous-même après, quand vous allez dire oui du bateau, je suis là. Après LinkedIn, la difficulté de LinkedIn, c'est que tout le monde est sur LinkedIn. Moi, je suis sur LinkedIn, mais je suis pas en recherche d'emploi. Donc les recruteurs peuvent, sur certains profils rares, aller chercher sur LinkedIn. Après, sur du plus classique et où il y a une concurrence plus forte, ils n'iront pas forcément sur LinkedIn parce qu'ils vont perdre leur temps. Donc, ils vont plus aller facilement sur une CV Tech. Et nous, on a le profil APEC, justement, à l'APEC, qui est là et vraiment quelque chose qui vous permet de vous présenter et de vous présenter auprès des recruteurs pour assurer cette mise en relation si vous recherchez un stage. Donc, c'est la différence. Il faut faire attention à ça par rapport à l'attitude des recruteurs. Maintenant, LinkedIn est un formidable outil, bien évidemment. Mais venez nous voir, on vous expliquera. On n'a plus beaucoup de temps là, donc on vous expliquera comment l'utiliser parce qu'il y a plein de choses à faire. Trop bien, trop bien. Mais écoutez, déjà, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Et je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Et je vois aussi avec les likes en bas à droite qui sont très nombreux. Donc, je pense que ça aide beaucoup de personnes d'avoir tous ces conseils-là. Je rappelle une énième fois, mais les liens sont aussi en story. Donc, les liens pour chaque élément. Que sur le site de l'APEC, apec.fr, vous avez plein d'outils qui sont gratuits, qui peuvent vous aider si vous êtes en recherche actuellement d'un premier emploi ou alors d'un stage, parce qu'il y a plus de 40 000 offres qui sont disponibles. Il y a au-delà de ça des outils qui peuvent vous aider en matière de salaire, en matière d'entretien, pour vous aider sur tout ça. Et il y a des ateliers auxquels vous pouvez vous inscrire gratuitement de 2 heures ou 4 heures pour pouvoir participer là-dessus. Il y a plein de merci dans le chat, ça fait plaisir. Merci à vous aussi d'avoir été aussi nombreux. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose de votre côté. Merci Hugo d'avoir reçu l'APEC, bien évidemment par mon intermédiaire. C'était très agréable, très sympathique. Ravi de savoir que ça a aidé plein de gens. Et on est on est là pour vous. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. On est mobilisés et puis je salue aussi mes anciens élèves en même temps. Comme ça sera fait. Ouais, voilà. il y en a Mais quelques-uns, c'était super. Et des questions pertinentes. Et puis très bien. Pour ceux qui se demandent, le live sera disponible en replay, soit là ce soir, soit demain matin, mais sera en replay en IGTV. Donc voilà, pas d'inquiétude à avoir de son web. Vous pourrez revoir si vous avez raté le début. Donc voilà, merci beaucoup. Merci, au revoir. Je vois que vous êtes nombreux à dire merci dans le chat, ça fait plaisir. Et puis on se tient au courant très rapidement pour tout ça. Merci beaucoup. Bonne soirée. Hop, alors, attendez, je coupe.